démarrer. Bienvenue et ravi de vous accueillir pour cette quatrième masterclass déjà de l'opération Milliard. Alors, le sujet d'aujourd'hui, vous avez les prénoms et noms des personnes qui sont affichés à l'écran. Donc, on a la chance d'accueillir deux personnes. C'est un format de masterclass un peu spécial aujourd'hui. Et le sujet, c'est celui de la philanthropie et de son rôle pour accompagner la transition juste. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà peut-être vous dire quelques mots sur finalement pourquoi on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'organiser une masterclass sur la philanthropie au service de la transition juste. Alors d'abord, il y a une envie très simple, une discussion avec Marion Benhamou qui s'exprimera tout à l'heure. Toutes les deux, on s'est dit que ça pourrait être une bonne idée. Vous nous direz à la fin de ce rendez-vous si l'idée était bonne, mais de faire découvrir aux adhérents de l'opération Milliard ce qu'est la philanthropie et les acteurs qui la font vivre. Et puis, la deuxième raison, alors il y en aurait sans doute plein d'autres, mais en tout cas pour mentionner celle qui nous importait le plus, c'est le contexte. C'est vrai qu'on observe depuis quelques temps et encore plus particulièrement ces derniers mois, ces dernières semaines, un désengagement progressif de l'État vis-à-vis des associations. Le Conseil économique et social et environnemental qui s'est réuni très récemment sur ce sujet de cette crise, finalement, du financement des associations, fait vraiment alerte sur voilà, les conséquences de ce désengagement progressif des politiques publiques et l'urgence démocratique. Alors, dans ce contexte, quel rôle pourrait jouer la philanthropie au service de la transition juste? Alors, l'objectif de cette masterclass, c'est pas une masterclass qui va être, en tout cas, promettre tout ce qu'on pourrait tout ce qu'on pourrait souhaiter, pardon, c'est pas la liste au Père Noël, mais l'idée, c'est plutôt de mieux comprendre les enjeux de la philanthropie et ses limites. Alors, sur un petit peu les règles du jeu du temps que nous allons avoir ensemble, nous aurons donc deux intervenants, Pascal Kay et Marion Benhamou, qui vont se succéder pendant 30 minutes. Et ensuite, nous vous invitons à participer à un temps de questions-réponses. Donc, l'idée, c'est de poser vos questions dans le chat et on les prendra après les interventions des intervenants pour pouvoir dialoguer ensemble à partir de vos interrogations. Alors, je vais commencer par vous présenter Pascal. Pascal, donc tu es adhérent, comme nous tous, à l'opération Milliard, cadre dirigeant au groupe La Poste. Tu as été directeur délégué en charge de l'économie sociale et solidaire et des territoires durant les 5 dernières années. Et aujourd'hui, tu es détaché en mécénat de compétences au Centre français des fonds et des fondations, dans l'objectif d'accompagner son développement dans les territoires. Le CFF, tu vas nous en dire quelques mots pour le présenter rapidement le réseau. C'est la fédération qui représente le secteur de la philanthropie. À toi le micro, Pascal. Bien, bah écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous me voyez parce que là, je ne me vois pas sur l'écran, mais c'est pas grave. Donc, écoutez, en tout cas, ravi de participer donc à cette masterclass. Donc, merci Elise, merci Pierre pour votre invitation. Donc, comme tu l'as dit, moi, j'ai passé la grande partie de ma carrière, 38 ans à la Poste. Donc, je suis un expert de la Poste. Je suis pas un expert de la philanthropie. Néanmoins, j'ai rejoint effectivement le CFF il y a un peu plus d'1 an, donc pour les accompagner sur le développement territorial. Et donc, j'ai une bonne vision en fait. Un peu panoramique en fait du secteur. C'est pour ça que je vous propose de faire une introduction en 10 minutes pour vous faire un focus sur quel est le secteur, ses caractéristiques et peut-être aussi ses enjeux. Avant de rentrer un chiffre clé, peut-être revenir sur la différence qui existe entre une fondation et une association. Il faut savoir, c'est que la fondation, en fait, elle repose avant tout dans sa raison d'être sur un capital qui doit être affecté à une cause d'intérêt général. Et contrairement à une association qui est en fait une association de personnes qui se réunissent autour d'un projet collectif, la fondation, elle, a vraiment, effectivement, exclusivement l'affectation de ce capital comme raison d'être et une obligation d'intérêt général. Et là, c'est un point important parce que c'est finalement un outil juridique plus simple en fait qu'une association pour capter des fonds défiscalisés, pardon. Sachant que le mécénat en fait permet de déduire 60% des dons pour les entreprises, 66% pour les particuliers. Quand vous êtes une association, il faut être une association d'intérêt général pour pouvoir en bénéficier. Ça veut dire obtenir de l'administration ce qu'on appelle un rescrit fiscal
Et c'est compliqué et long pour l'obtenir. Donc, pour ça qu'il y a un certain nombre d'associations qui créent des fonds de dotation, on y viendra tout à l'heure, pour avoir un outil juridique qui leur permette en fait de capter des fonds et donc agir vis-à-vis de leurs bénéficiaires. Voilà. Son introduction, Elise, tu as parlé effectivement des engagements de l'État, c'est clair. Donc, un des rôles de la philanthropie, c'est d'être un peu dans les interstices, c'est-à-dire là, les politiques publiques sont absentes ou se désengagent, hein. Et elles permettent notamment de faire émerger des initiatives et de traiter des problèmes qui sont un peu sous le radar, ce qu'on appelle l'innovation sociale. C'est un des rôles majeurs de la philanthropie. C'est également donc une des 5 familles de l'ESS. Voilà, donc je me suis occupé de l'ESS précédemment. Donc effectivement, la philanthropie, tout comme les associations, les coopératives, les mutuelles, est-ce qu'on a des entreprises à impact, notamment les SIC et les US, donc sont en fait les 5 familles. Et à ce titre, donc le Centre français des fondations siège à ESS France, hein, qui est l'entité qui représente l'ensemble du secteur auprès de l'État. Voilà, moi j'ai été frappé, je m'arrêterai là sur, la petite intro, en fait, par la très grande richesse et puis la forte diversité des structures qui composent ce secteur. Voilà, vous verrez tout à l'heure, il y a vraiment beaucoup de types en fait de structures et de causes soutenues. Et moi j'étais vraiment aussi frappé par l'engagement en fait des personnes, des dirigeants de leurs équipes auprès des causes qu'ils soutiennent, soit en direct, soit auprès des associations qui, eux, servent leurs bénéficiaires. Ça, c'est un point, moi, qui m'a beaucoup frappé. Voilà. Alors, sur les chiffres clés, donc rapidement, donc, ben, il y a plus de 7000 fonds de dotation et de fondations en France, 5600 actifs, les autres dorment, en fait. Capital n'existe plus ou n'est plus utilisé. C'est près de 40 milliards d'actifs, c'est 16 milliards de dépenses générales, enfin annuelles, ça, je vais y revenir dessus, et c'est un secteur qui emploie 123 000 salariés. Alors, quand on parle des dépenses annuelles, en fait, il faut savoir qu'il y a deux types de structures. Il y a les fondations opératrices et les fondations distributrices. Les fondations opératrices, elles opèrent en direct, en fait, les causes qu'elles soutiennent. Il y en a environ 500 en France et ça représente 11 milliards de dépenses. Donc, vous voyez, c'est enfin, la majorité, une part non négligeable. Et pour vous donner quelques exemples, on retrouve des fondations hospitalières, par exemple comme l'Institut Marie Curie qui gère 3 hôpitaux et puis qui est un centre de recherche avec plus de 1000 chercheurs. Dans le domaine de l'éducation, par exemple, c'est la Fondation des apprentis d'Auteuil, hein, qui gère plus de 400 établissements pour accompagner les jeunes en difficulté. Ou si je prends l'exemple du grand âge, par exemple la Fondation Partage et Vie qui gère plus de 100 EHPAD. Voilà. Et donc, les fondations en fait distributrices, donc elles sont majoritaires en nombre, représentent à peu près de 5 milliards d'euros de dépenses annuelles. Et là, elles les reversent en fait à les associations qu'elles soutiennent auprès des causes en fait qu'elles ont décidé qu'elles s'engagent. Alors, il faut savoir aussi que c'est un secteur en croissance, plus de 8% par an. Si on peut revenir juste sur le transparent précédent, on était un petit peu trop vite. Voilà, non. Bon, moi, c'est pas grave. Bon, on va y arriver. Donc, voilà, donc un secteur en croissance. Il y a donc, comme on voit là, deux types en fait de structures, soit les fonds de dotation, soit les fondations. Alors, la différence, elle est là aussi sur enfin, souplesse et la rapidité de mise en œuvre. Un fonds de dotation, il faut savoir qu'il y a besoin simplement d'une dotation initiale de 15 000 euros. Et ça prend quelques semaines en fait pour le créer, alors qu'une fondation, par exemple d'une FRUP, et Marion pourra en parler tout à l'heure, donc c'est 1,5 million d'euros de capital initial et ça prend 1 ou 2 ans pour obtenir l'agrément. Donc c'est évidemment beaucoup plus rapide de créer un fonds de dotation. Il y a 450 nouvelles structures par an qui se créent et compte tenu de ce que je viens de dire, une grande majorité en fait de fonds de dotation. Alors, si on fait un zoom sur les fondations, donc il existe 8 types de statuts. Donc, les fondations reconnues d'utilité publique. Alors, la principale, c'est la Fondation de France, Marion pourra la détailler tout à l'heure. Il y a en fait un statut d'entreprise qui s'appelle les fondations abritées. Il y en a 1660. Donc, donc, elles sont abritées par des fondations qu'on appelle les fondations abritantes. Il y en a 87. Voilà. Là aussi, c'est un statut qui est intéressant parce qu'il est très souple, très rapide à mettre en œuvre. Il n'y a pas de création juridique à proprement parler à effectuer et toute la gestion administrative, comptable, fiscale est prise en charge par la fondation abritante. Il n'y a pas de dotation minimale à la création et puis ça permet aussi d'accéder en fait à un réseau d'experts de la fondation abritante et à un accompagnement spécifique. C'est pour ça qu'il y a autant
de fondations abritées. Et après, les autres statuts sont un peu plus marginaux. On y reviendra si vous avez des questions. Les fondations partenariales, donc on appelle les fondations notamment coopération territoriale, les fondations universitaires, scientifiques ou hospitalières. Voilà, donc vous voyez quand même une certaine diversité de statuts et également donc les fondations d'entreprise. Là, il me semble intéressant de faire un zoom sur les fondations d'entreprise. Alors, les entreprises en France, il faut savoir qu'il y a 170 000 entreprises en fait qui sont recensées comme agissant dans le mécénat. Voilà, donc c'est plutôt en croissance, hein, 50 000 de plus en 10 ans. Et parmi ces 170 000 entreprises, il y a 800, un peu moins de 900 en fait, entreprises qui ont décidé de créer un statut, enfin de créer en fait une fondation ou un fonds de dotation pour gérer leur mécénat. Globalement, ça représente 3,5 milliards d'euros, les dépenses des entreprises sur le mécénat. Vous voyez, donc c'est loin d'être négligeable, hein. La philanthropie privée via les entreprises, quand même une part non significative. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand même une forte concentration des dépenses sur les grandes entreprises. Là, j'ai affiché le top 20, mais Elise pourra vous diffuser en fait ce classement qui a été effectué par CarNews, qui est intéressant. Parce que là, on voit que sur les 20 premiers groupes, donc là, on retrouve évidemment, enfin, c'est pas étonnant, les grandes entreprises de la banque, hein, les Crédits Mutuels, BPCE, la Société Générale ou la BNP, secteur de l'énergie ou du luxe. Et c'est des budgets qui varient, vous voyez, de plus de 30 millions d'euros, 80 millions d'euros pour le Crédit Mutuel. Alors, juste un petit focus là-dessus, parce que là aussi, je trouve que c'est intéressant, les modèles sont assez différents. Si vous prenez par exemple, Total, la Fondation Total, c'est 50 millions d'euros par an, hein, qui sont dédiés à une seule cause, qui est l'éducation, voilà, sur toute la France. Et à contrario, il y a des modèles qui sont totalement décentralisés. Si on prend le Crédit Mutuel, c'est 10% du dividende social qui est affecté à la fondation. Et là, les causes soutenues sont celles qui sont décidées par les entités territoriales en fonction des besoins reconnus dans les territoires. Donc là aussi, on voit qu'il y a une certaine diversité dans la façon dont sont opérés en fait les fonds par les différentes structures. Alors, j'ai un écho. Là, j'ai du mal à parler. S'il est possible, en fait, d'éteindre les micros. Merci beaucoup. Ouais, merci, super. Et donc, ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est la diversité des causes soutenues. Euh, donc, on a en fait là aussi une forte diversité des causes. Donc, normalement, on devrait le voir sur le transparent qui suit. Je ne sais pas s'il est possible de le passer. Bon, ben c'est pas grave. Donc, ouais, c'est celui d'après. Hop, voilà, merci, merci Pierre. Donc, alors, les principales causes soutenues, la première, c'est les actions sociales. Voilà, c'est près de 35% en fait des structures qui sont en fait sur ce sujet-là. Vient après la culture, santé, recherche médicale, ensuite l'éducation et l'environnement. Donc, qui nous intéresse particulièrement dans l'opération milliard, hein, transition juste et transition écologique et juste. Ben là, ça représente, en fait, si vous voulez, en grand nombre, 8% des structures, dont l'objet principal est l'environnement, et 3% des budgets au global, c'est-à-dire un petit peu moins de 500 millions d'euros. Voilà, donc ce n'est pas la première cause. Néanmoins, ça progresse parce que si on regarde les créations, depuis 2 ans, c'est 16%, donc le double, hein, de structures, dont la cause principale soutenue est l'environnement. Voilà. Et puis, juste un point donc sur la répartition géographique, ça reste quand même un secteur encore très francilien, hein. C'est plus de la moitié en fait, des structures qui sont en Île-de-France et les 2 tiers des budgets. Donc c'est plus que le poids économique naturel, on va dire, de l'Île-de-France. Mais il y a quand même, j'ai un certain nombre de créations aussi en province. Donc là, une dynamique, hein, qui progresse avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est la région la plus importante en matière de philanthropie. C'est près de 10% en fait des structures sur la France. Voilà. Et pour terminer, bon, quelques mots sur le Centre français des fondations. Donc, on représente l'ensemble des fondations au fonds de dotation en France. On a 600 adhérents, on a 3 missions.
La mission principale, c'est bien sûr de représenter nos adhérents vis-à-vis de l'État, donc mission de plaidoyer. Et là, en ce moment, on a beaucoup de travail sur ce sujet-là, que ce soit la présidente ou notre directeur juridique, parce qu'en fait, un des objets majeurs, enfin, un des enjeux majeurs en fait de philanthropie, c'est de persuader en fait les instances dirigeantes de l'État que la philanthropie n'est pas un coût, mais un investissement. Il faut savoir que la niche fiscale en fait liée au mécénat, c'est un peu plus de 3 milliards d'euros. Et donc, on se défend bec et ongle, en fait, avec l'État pour leur expliquer qu'il faut absolument maintenir le niveau de déductibilité des dons. Voilà, c'est un des sujets, pas le seul, mais c'est quand même un sujet majeur. Deuxième mission, c'est de faire connaître, en fait, ce qu'est la philanthropie. La philanthropie est mal connue en France. Enfin, elle ne bénéficie pas, mais enfin, en tout cas, elle a parfois une image un petit peu poussiéreuse. C'est pas le cas du tout. Voilà. Donc, notre rôle et nos missions, c'est de faire connaître, d'expliquer, de communiquer sur ce que font en fait les fondations, fonds de dotation en France, les causes qu'elles soutiennent. Donc, on le fait via nos différents canaux de communication. Et puis la troisième et dernière mission, ben, comme toute fédération, c'est d'accompagner nos adhérents. On le fait à travers un certain nombre d'événements, donc des webinaires, des rencontres, plus de 50 événements par an. Mais on a également donc on a un programme de formation dédié pour les acteurs, on fait également un appui juridique. Voilà, donc on est, et puis bien sûr un centre de ressources et des publications avec ben, les différents acteurs de la philanthropie. Voilà, donc c'est une association dynamique. Et puis donc à l'écoute de ses adhérents. Merci Voilà ce que je peux beaucoup vous dire en Pascal quelques mots sur le sujet. pour ce panorama très complet. On est allé assez vite, donc les questions-réponses vont permettre d'approfondir tel ou tel sujet. Je vois qu'il y a déjà un certain nombre de questions. C'est super. Donc, on va les prendre à la suite de l'intervention de Marion. Donc, Marion Benamo, qui représente aujourd'hui la Fondation de France, qui est aussi adhérente de l'opération Milliard. En quelques mots, la Fondation de France, c'est le premier réseau de philanthropie. On a coutume de dire que c'est la fondation de toutes les causes, dont la transition juste, Pascal le mentionnait tout à l'heure. Et l'autre élément intéressant pour l'opération Milliard, en tout cas je trouve, c'est qu'il y a aussi beaucoup de bénévoles, en fait, c'est assez peu connu dans ce réseau. Alors pour dire un mot de Marion et de ses implications à la Fondation de France, donc Marion, tu as été responsable du programme Économie sociale et solidaire de 2012 à 2020. Et aujourd'hui, tu diriges le laboratoire Inventer Demain, qui a été lancé en 2020 au moment de la crise sanitaire pour penser la philanthropie dans le monde d'après. Alors, Inventer Demain, c'est un laboratoire et au tout départ, c'était un programme expérimental qui réunit 23 associations et la Fondation de France pour expérimenter de nouvelles relations entre financeurs et associations. Quel beau programme! Alors Marion, pour commencer, la question qu'on avait envie de te poser, c'est finalement t'inviter à nous parler de la manière dont la Fondation de France promeut la philanthropie et notamment l'idée de promouvoir un changement systémique, c'est-à-dire dans une vision transformatrice de la société. Alors on entend en tout cas dans le secteur des fondations, des associations, de plus en plus parler de ce changement systémique. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce concept, son application au champ de la philanthropie et le rôle de la philanthropie pour accompagner la transition juste? Ça fait trois questions en une. Voilà, mais je te fais confiance pour nous expliquer tout ça de la manière la plus claire possible. À toi, Marion. Merci beaucoup, Élise, et merci de votre écoute. Alors, l'idée d'une philanthropie systémique et qui vise au changement systémique, c'est quelque chose qui a commencé à émerger au moment du Covid, au moment où tout le monde a commencé à vraiment comprendre en quoi l'ensemble des crises étaient liées. Et on a structuré une réflexion dans le secteur des fondations autour d'une initiative collective. Et je vois que certaines participent aux webinaires qui sont organisés par l'initiative collective Ah, Racine putain, sur la ok. philanthropie systémique. Alors, vous avez votre micro qui est allumé, Oui, Denis. Denis. Denis, si vous pouvez couper votre micro, ce serait parfait. On proposera peut-être des réactions tout à l'heure. Euh,
Donc, l'idée de cette question du changement systémique, c'est d'essayer de travailler à résoudre des problèmes systémiques. Si on veut définir un problème systémique, et là j'emprunte quelques définitions très simples à Cyril Tassard, qui est l'auteur d'un anti-guide du changement systémique. Un problème systémique, c'est un problème qui dure et qui va se reproduire de façon systématique, et c'est jamais dû au hasard. Et ces problèmes sont en général le résultat des relations entre des éléments d'un même système. Et le changement systémique, c'est la modification durable des situations, des contextes, des systèmes pour essayer de diminuer ou d'annuler les effets indésirables de ces systèmes qui produisent des problèmes sociaux. Et la philanthropie systémique, ça va être une philanthropie qui va chercher à résoudre ces problèmes et pas seulement à traiter les symptômes de ces problèmes en ayant purement une orientation solution. Et derrière, j'ajouterais que la philanthropie de transition juste, c'est une philanthropie qui met en avant la nécessité d'une approche systémique qui permet de comprendre les liens entre ces différentes crises climatiques, politiques, démocratiques, sociales, économiques, géopolitiques, etc., etc., et qui comprend le système qui les nourrit. Alors finalement, avoir une approche systémique en philanthropie, c'est quelque chose qui peut paraître assez évident, mais qui ne l'était pas forcément jusqu'à maintenant et qui n'est pas encore partout, c'est de considérer que nous contribuons tous au système actuel, que nous avons donc notre part de responsabilité dans la résolution des problèmes et qu'on doit contribuer au changement. Savoir quelle est notre part de responsabilité, la prendre en considération, savoir qu'on est un maillon d'une chaîne de responsabilité, ça permet de commencer à développer autour d'éviter cette sidération qui nous prend quand on est dans cette idée d'un constat d'absence de prise sur les problèmes et nous permettre d'endosser une partie du changement. Alors, je ne vais pas reprendre trop longuement sur la question qu'a abordée Pascal sur les chiffres de la philanthropie et de la transition. Ces chiffres, ils sont issus d'une étude de l'Observatoire Philanthropie et Société sur les enjeux de la transition juste, alors qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Je pense qu'on vous donnera les références. Et qui montre en fait aujourd'hui que la question de la transition juste est quelque chose qui est relativement impensé dans les fondations, qui est trop rarement encore abordé en tant que tel. On sait avoir des chiffres sur la question de l'environnement, sur la question de la transition juste. Personne aujourd'hui ou très peu d'acteurs, encore trop peu d'acteurs, se perçoivent comme des acteurs de la transition juste. Ce que je voudrais pointer quand même dans les chiffres qu'a rappelé Pascal, c'est que plus de la moitié des structures qui se disent intéressées sont des entreprises, et ça ne me paraît pas anodin dans le travail que peut faire l'opération Milliard avec des acteurs philanthropiques et des fondations. Et puis, pour avoir une idée de l'ampleur des financements en jeu, la moitié des fondations qui disent agir pour l'environnement, c'est des fondations qui distribuent moins de 50 000 euros par an. Donc, on a parfois l'impression de voir que les fondations, c'est d'énormes acteurs qui vont pouvoir mettre beaucoup sur la table. C'est pas toujours le cas. Je vois qu'il y a la question dans le chat, j'y réponds rapidement. À la Fondation de France, on a un collectif d'action autour de la transition juste qui a été créé en 2024, cette année, qui en est à sa première année de fonctionnement, avec l'ambition de contribuer aux transformations nécessaires pour aboutir à une société plus juste, avec trois objectifs qui ont été déterminés qui sont d'une part d'accompagner le secteur économique et financier dans son évolution vers plus de durabilité. Donc là, on voit très bien le lien avec l'opération Milliard. De revitaliser le système démocratique pour permettre la participation de toutes et tous dans les prises de décision. Et puis, d'agir sur nos systèmes de représentation pour arriver à rééquilibrer cette relation entre l'humain, la nature et rendre la transition désirable. Pour vous donner une idée des montants en jeu, ce collectif d'action de transition juste qui vient de démarrer, c'était 8 millions d'euros en 2024. Merci beaucoup Marion. Tu évoquais la question tout à l'heure de ces relations entre financeurs et financés et le travail que la Fondation de France conduit pour expérimenter de nouvelles pratiques entre fondations, associations. Est-ce que tu peux nous en dire plus et est-ce que tu peux nous dire aussi en quoi, pour toi, ces nouvelles relations, elles sont essentielles
dans la perspective du changement systémique que tu appelais de tes voeux tout à l'heure. Je vais peut-être commencer par la deuxième partie de la question. Elles sont essentielles parce que pouvoir avoir une approche systémique et produire du changement systémique, c'est se sentir partie prenante d'un écosystème. Donc, c'est pas être en dehors de son écosystème, c'est pas être à côté, mais c'est dans s'en sentir complètement membre. Et donc, la question de la relation, à partir de là, elle est essentielle. Alors, il reste à savoir quel type de relations sont construites dans un secteur, hein, le secteur philanthropique. On a l'habitude de dire, et je crois que c'est une réalité pour le pratiquer depuis plusieurs années, c'est un endroit où on va agir au croisement de différents endroits de la société, les connecter, que ce soit les entreprises, de l'économie classique ou de l'économie sociale et solidaire, la société civile, le monde de la recherche, les services publics, etc., etc. Et donc, c'est un espace de rencontre. Alors, donc, derrière, puisqu'on a défini dans les fondations un espace de rencontre, euh, ça vient interroger comment on fait fonctionner cette rencontre et ces relations, la façon dont on se perçoit les uns et les autres et dont on va pouvoir travailler ensemble. Et je crois que c'est quelque chose aussi qui est au cœur de l'opération Milliard. Donc pour nous, tout l'enjeu, ça va être de ne plus se voir comme des financeurs d'un côté et comme des bénéficiaires d'autre part, mais de travailler main dans la main comme les membres d'un écosystème où chacun va apporter sa contribution avec son rôle propre, avec sa particularité propre, et renforcer et se renforcer les uns les autres par ces différents apports. Tout ça, c'est très nouveau dans notre secteur. C'est pas encore d'ailleurs complètement acquis, hein. Je prétends pas indiquer comment ça se passe dans toutes les fondations, dans toutes les relations, mais c'est quelque chose qui est très émergent et assez porté en ce moment. Donc ça nécessite complètement de revoir les relations de pouvoir qui sont derrière les relations de financement habituelles. On le fait dans le secteur de la philanthropie, mais il y a peut-être une réflexion à avoir de façon plus large avec tous les financeurs. Alors, on expérimente les grands principes d'une philanthropie fondée sur la confiance. Je vais peut-être pas détailler autour de ce qu'est la philanthropie fondée sur la confiance, mais on parle de financement pluriannuel, on parle de décharger les associations des tâches administratives qui leur incombent trop souvent. On parle d'une relation où on n'a pas une relation qui soit uniquement financière. Le soutien ne se résume pas à un chèque et c'est surtout considérer que ce n'est pas les fondations qui détiennent toutes les réponses, mais que l'ensemble de la communauté et de l'écosystème doit être mobilisé pour, pour répondre aux enjeux. Donc, on a parlé en introduction du programme Inventer demain que j'ai le plaisir d'animer, qui essaye d'incarner cette philanthropie fondée sur la confiance. Et on me dit qu'on est très en retard, donc je vais peut-être pas trop rentrer dans le détail, mais l'idée, et en quoi c'est une philanthropie très systémique, on a mis ensemble des structures essentiellement associatives de toute taille, de toute ancienneté, et qui travaillent sur tous les sujets pour arriver à les connecter, pour arriver à faire prendre en compte qu'il y a du commun et qu'il y a de l'enjeu à travailler en commun. On travaille ensemble à marquer les étapes et à concrétiser et à expérimenter ce que c'est que de sortir de cette logique du financeur et du financer d'un côté, mais du travail collectif. Si ça vous intéresse d'approfondir, on a écrit avec les 25 associations qui sont dans cette dynamique un document qui s'appelle Inventer demain, apprentissage croisé des acteurs clés de changement et qui montre la démarche dans laquelle on s'est inscrite, qui est vraiment une démarche à la fois très co-construite, à la fois dans l'accompagnement individuel et collectif, mais aussi qui repose sur la connexion et la création de liens. Ça me semble assez important de rappeler ça parce que tout à l'heure, Pascal a bien rappelé que les fondations, c'est la mobilisation de moyens et de patrimoine, et que ce patrimoine, il est matériel, mais il est aussi immatériel. Et c'est un patrimoine qui est relationnel et qui nécessite, pour être mobilisé, de reconnaître la valeur du temps, de ce qui prend du temps et de ce quantifie pas. Et je plaide pour ce qui me concerne, pour se dire que la particularité des fondations dans le monde des financeurs, ben, c'est de pouvoir permettre de reconnaître la valeur de ce temps sans chercher à tout prix l'impact immédiat, sans chercher les solutions toutes prêtes, et ça doit être là notre particularité, ce qui nécessite
de penser, des modalités d'évaluation qui soient différentes de celles qui sont aujourd'hui en vogue au travers de la question de l'impact, mais d'arriver à essayer de travailler sur la valeur que vont générer les acteurs de l'intérêt général à travers leurs pratiques et comment on en rend compte la valeur pour l'ensemble de la société. Merci, merci Marion. Je trouve que enfin, toutes tes réflexions, et notamment la dernière, est vraiment très intéressante puisque forcément, en se projetant demain sur une opération milliard qui va attribuer des fonds, bah, la question de comment on va évaluer ces fonds et leur donner de la valeur se pose. Donc, voilà, je trouve que c'est vraiment une question très pertinente. Pour finir, et ensuite on ira vers le temps de questions-réponses, j'avais envie de te poser une question en lien avec l'une des controverses de l'opération Milliard sur le périmètre des organisations qui pourront être soutenues et sur les nouvelles modalités de financement philanthropique. Aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, les dons philanthropiques sont réservés aux associations d'intérêt général, donc ça veut dire avec un but non lucratif, une gestion désintéressée et une ouverture à toutes et tous. Or, on observe avec la loi ESS de 2014 une diversification des statuts, même si les associations restent très largement majoritaires. Comment appréhendes-tu et la Fondation de France appréhende-t-elle ces évolutions? Alors, tout à l'heure, tu as rappelé que je me suis occupée du programme Économie sociale et solidaire pendant un certain nombre d'années à la Fondation de France et c'est une question qui nous a beaucoup travaillé parce qu'à partir des années 2010, ben, on a vu le développement des sociétés coopératives d'intérêt collectif qui venaient nous rencontrer. Et la notion d'intérêt collectif, c'est pas la notion d'intérêt général, alors que c'est la notion d'intérêt général, qui est une notion fiscale, qui est le cadre de notre intervention. Avec la loi ESS, on a eu le développement de la notion d'utilité sociale, qui est encore autre chose que l'intérêt général. Et donc, ça fait un moment qu'on rencontre, nous, des difficultés pour soutenir des initiatives qui ont une dimension qui est économique, parce que la réglementation sur le don, et donc l'intérêt général, n'a pas été pensée pour ce type d'initiative. Donc, on est bien bloqué. Depuis des années, comme Pascal l'a dit, bah, on va se développer des fonds de dotation qui viennent en appui à des statuts, à des structures dont le statut ou les conditions d'activité ne permettent pas de collecter des dons, ce qui est une forme de contournement de la réglementation et ce qui ne nous paraît pas particulièrement sain. On voit aussi, à l'inverse, des structures qui se développent qui ne sont pas associatives, mais dont les objectifs sont assez proches de ce que nous, on aimerait faire dans le cadre de nos missions sociales, mais qui sont des organisations qui ne cherchent pas des dons. Mais aujourd'hui, on est limité parce qu'on peut faire que des dons. Alors, c'est un petit peu la quadrature du siècle, du siècle et du cercle. Donc, moi, ce que j'aimerais essayer d'ouvrir comme piste de réflexion aujourd'hui avec vous, c'est de réfléchir sur non pas ce que les fondations distribuent sous forme de dons, mais sur le capital de ces fondations. Si je reprends les termes de Filéa, qui est l'association européenne des fondations, les fondations en Europe, ça représente 647 milliards d'actifs, j'ai dit milliards, contre 54 milliards d'euros qui sont distribués chaque année. Donc, il y a vraiment un delta. Et activer, comment pourrait-on activer ces investissements au service de la transition juste? Alors, en général, le capital, les avoirs des fondations, ils sont placés pour produire des intérêts qui vont ensuite être distribués au service de la mission sociale, sous forme de dons. Comment on pourrait imaginer que les dotations qui sont aujourd'hui investies auprès, comment on peut vérifier que ce ne soit pas investi auprès d'acteurs qui contribuent à aggraver les problèmes? Donc, les fondations là-dessus sont de plus en plus attentives et on a vu le développement ces dernières années d'investissements à impact. La coalition des fondations françaises pour le climat avait publié il y a quelques années un guide de l'investissement à impact pour les fondations, mais ça ne suffit pas. La voie que moi j'aimerais bien ouvrir et discuter, c'est est-ce qu'on pourrait imaginer quelque chose qui serait entre le placement financier et le don, une nouvelle voie qui serait à inventer, une nouvelle logique qui serait pas tout à fait de la gestion d'actifs, qui serait très ancrée dans nos missions sociales de fondation, d'intérêt général, des intéressés, etc., etc., pour des structures qui sont à la limite de l'intérêt général et qui vont avoir besoin de fonds propres. Je
pense à la structure de l'ESS et en particulier les sociétés, les SIC, qui ne sont pas considérées comme d'intérêt général et qui ne peuvent pas bénéficier de nos dons. Ces investissements, ça serait des investissements qui pourraient être patients, qui pourraient être faiblement rémunérés, qui pourraient être beaucoup plus risqués dans leur potentiel de recouvrement que des investissements classiques ou même que des investissements en impact investing classiques. Donc, des investissements qui seraient beaucoup plus incertains. Sachant que l'incertitude en matière de dons, c'est une incertitude à 100%, puisque le taux de recouvrement du don, il est de zéro. Une subvention, c'est une perte sèche. Alors attention de ne pas interpréter ce que je suis en train de dire comme ça ne devrait pas être interprété. Je ne plaide pas pour l'abandon du don, je plaide pour qu'on élargisse la palette de nos capacités d'intervention au service de la transition juste. Donc on a un travail dans le cadre du programme Inventer demain, notamment avec Terra, l'écosystème coopératif Terra que vous connaissez, mais qui fait partie de l'opération Milliard, sur comment arriver à développer cette notion de capitaux patients à intérêt modéré dont les fondations pourraient être les porteuses. Alors, le changement, vous savez que ça ne se décrète pas du jour au lendemain. On est dans un secteur, celui de l'investissement, celui des fondations, qui a une longue tradition, une culture. Et c'est encore un vaste sujet de réflexion pour le secteur de la philanthropie. Il y a des freins, il y a des mentalités à faire évoluer. Voilà, et moi, ce que j'espère, c'est qu'on arrive à le faire ensemble. Merci Marion de terminer par ce beau plaidoyer pour un élargissement de la manière de soutenir les organisations d'économie sociale et solidaire. On va passer au temps de questions-réponses. Donc, alors, il nous reste, je regarde le timing, il est 19h11. Voilà, la fin est prévue à 19h30, donc on va faire notre maximum pour prendre des questions. Je vais me permettre d'en fusionner certaines qui sont reliées. Commencer par la première qui a été posée par Lorenzo. Alors, Lorenzo, qui nous écrit depuis la Suisse, et nous interroge sur, puisqu'on a avant tout abordé la question de l'intérêt général, et nous interroge sur la manière de prendre en compte ce qu'il appelle l'intérêt commun. Alors, je ne suis pas moi-même familière avec cette notion. Je ne sais pas si Pascal ou Marion, vous auriez envie de réagir sur ce point. Est-ce que vous avez des éléments à apporter? Ben, en fait, en droit français, ça n'a pas de traduction. Et donc, ce n'est pas notre cadre d'intervention. Je pense que cette question, elle est super intéressante à regarder. Alors, les fondations de droit suisse ont des modalités d'action très différentes, ont des conditions d'action qui sont pas les mêmes. Donc, c'est difficile, en fait, de faire un parallèle entre les fondations suisses et les fondations françaises. Les fondations suisses s'apparentent, pour ce que j'en connais, beaucoup plus au travail d'association en France. Mais je ne suis pas spécialiste et c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait regarder dans l'opération Milliard. Parfait, merci. Est-ce que Pascal, tu avais des éléments à ajouter sur ce point? Non, je crois que Marion l'a bien résumé, hein. Effectivement, la difficulté de la philanthropie, c'est d'aller en fait prendre des prises de capital sur les sites. Enfin, l'exemple de Terra est un très bon exemple. Il y en a d'autres, hein. Donc, une réflexion autour de ça pour faire évoluer le sujet. Après, effectivement, utilité sociale, c'est la loi Hamon, hein, 2014, qui effectivement du coup réunit des acteurs très différents, hein, les coopératives, les entreprises à impact et voilà, les fondations, fonds de dotation. Donc après, effectivement, il y a bien une différence entre un intérêt général, voilà, et puis les activités économiques à vocation d'utilité sociale, qui sont quand même un petit peu différentes, qui expliquent en fait d'ailleurs les différents statuts. Voilà. Après, il y a beaucoup de débats, hein, pour tout vous dire, et depuis un certain nombre d'années sur ces sujets-là et un certain nombre de chapelles. Voilà, bon, mais je ne pense pas que ce soit l'objet forcément de la réunion aujourd'hui. Par contre, moi, dans la vision que j'en ai, je pense que quel que soit si vous voulez, je veux dire ma pensée, hein, le statut ne fait pas vertu. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on soit une entreprise, soit Impact ou même une entreprise classique, hein, même si on peut le mettre de côté, ce n'est pas l'objet de la réunion d'aujourd'hui. En tout cas, restons sur que ce soit une association, une fondation ou une entreprise type SIC ou ESUS. Une entreprise type SIC ou ESUS, en fait, elle, dans sa raison d'être, dans les actions qu'elle mène, grande majorité, c'est bien pour une vocation soit environnementale ou de justice sociale, même s'il y a une activité économique derrière, si vous voulez. Donc, moi, je suis jamais à l'aise quand on oppose en fait
je dirais, les différents statuts au regard de la vertu, vous voyez? Parce que ces débats, ils existent, hein. Ça existe sur. Par contre, il y a quand même trois conditions clés dans l'ESS. C'est effectivement l'utilité sociale, ça c'est la première. La deuxième, c'est la lucrativité limitée. Vous êtes une entreprise de l'ESS, les dividendes, en fait, ne doivent. Enfin, il n'y a pas de dividendes et puis il n'y a pas de réserve partageable non plus. Voilà, donc il n'y a pas de lucrativité, hein. Voilà, clair. Et puis il y a aussi une gouvernance démocratique. Donc on se rapproche quand même globalement assez fortement en fait des modèles des associations. Vous voyez? Donc bon, donc c'est un débat, il existe toujours, hein. Oui, on avait eu récemment le Voilà. débat lucrativité, non lucrativité, une Oui, controverse qui avait réuni beaucoup d'adhérents du milliard. Je voilà. propose de, merci beaucoup Pascal pour le complément. Je propose de prendre une autre question qui est celle de Jacques. Quelles sont les structures qui captent les financements? Alors, je suppose les financements des fondations. Est-ce que l'un de vous deux aurait des éléments de réponse sur cette question? Bah, sur Euh, réfléchir. Pardon, vas-y Pascal. non, non, je sais pas. Enfin, excuse-moi, Jacques, du coup, si tu peux préciser ta question, c'est-à-dire, je Quelles comprends. sont les structures est-ce que sont, je ne sais pas, des natures d'associations, soit via des thématiques ou des tailles d'associations? Moi, Voilà, c'est plutôt la configuration, enfin, quel est le profil type des structures que les fondations sont plus à l'aise pour soutenir? C'était ma Ah, première question. Et la question. deuxième, c'est est-ce que les fondations adoptent des cofinancements? C'est-à-dire, est-ce qu'elles recherchent des montages avec d'autres acteurs financeurs? Ok, ouais, ouais, merci, merci Jacques pour la précision. Donc, alors sur la deuxième question, oui, bien sûr, hein, les associations sont très souvent sur des financements hybrides et les fondations acceptent. Après, ça dépend des projets, hein, mais il peut y avoir des projets, enfin des fondations. Je parlais tout à l'heure, mais je ne suis pas entré dans le détail hein, sur les fondations territoriales. Bon, c'est un exemple de statut de fondation, si vous voulez, où statutairement, en fait, la fondation, elle va soutenir des projets en co-construction et coopération avec des acteurs publics, et des entreprises et des associations. C'est l'exemple typique d'une hybridation parfaite. Voilà. Donc ça existe. Bon, après, ça dépend évidemment je dirais des fondations, de leur raison d'être. Et donc, effectivement, il y a de multiples financements, types de financement existants. Voilà, ça c'est clair. Et puis sur la première question, alors c'était effectivement étaient les choix en fait des différents types de structures, d'associations qui sont effectués par les fondations, c'est ça? quel est Oui, le profil? Quel Les était le oui, profils? profil? Ah oui. ben là c'est pareil, c'est très divers, hein. Je sais pas, Marion, tu peux peut-être apporter un éclairage. Moi, de ce que j'en vois, c'est que franchement, c'est. Alors, il y a deux choses. Il y a un, en fait, très souvent, c'est la vision Enfin, quand on prend le dirigeant de la fondation, très souvent, en fait, il a une cause qu'il souhaite soutenir. Voilà. Et donc ça, évidemment, ça impulse forcément l'orientation et le choix des associations derrière. C'est-à-dire, en fonction de la cause, on va aller capter, en fait, les associations qui correspondent, en fait, qui agissent sur cette cause-là. Pour un exemple, Nina Carasso, qui est une des plus grosses, en fait, fondations, eux, ils sont sur le sujet de l'alimentation alimentaire, par exemple, un de leurs deux sujets. Donc, ils vont effectivement soutenir toute alimentation durable, hein, bien sûr, hein. Donc, ils vont soutenir ce sujet-là parce que, en fait, historiquement, c'est la fondation, enfin, issue de Danone, etc. Donc, ils avaient ça dans leur ADN. Voilà, donc c'est lié, en fait, de ce que je peux en voir, effectivement, à la vision que peuvent en avoir les dirigeants. Et après, je- bon, après Marion, franchement, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais bon, effectivement, les fondations ne se dispersent pas sur 20 ou 30, vous voyez, sur 20 ou 30 causes différentes. Donc, en général, je choisis une d'eux, puis après, elles vont capter les associations sur leur territoire de prédilection, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, Fondation Total, c'est sur l'ensemble du territoire. Après, si c'est enfin, une fondation locale, va plutôt rester sur son territoire. Donc, c'est assez divers, moi, de ce que je peux en voir. Et peut-être pour donner un petit peu un ordre, un chiffre, je crois qu'à peu près les fondations ont en moyenne 30 à 40 interlocuteurs. Ça peut être beaucoup plus, hein, mais en moyenne, en fait, à peu près 30 à 40 ou enfin 30 à 50 interlocuteurs clés qui correspondent à leur cœur de cible des associations qu'elles soutiennent. Parfait, merci, merci Pascal. Il y avait une petite question technique sur est-ce qu'il existe une liste des fondations organisée par thématique
où est-ce qu'on peut retrouver des informations sur les fondations territoriales? Alors, de mon expérience, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une liste qui serait la liste unique. Il y a plusieurs listes. Voilà, je ne sais pas, côté Alors, il y a un Fondation de annuaire. France, il y a un annuaire du CFF, c'est ça? Oui, tout à fait. Et côté Fondation de France, est-ce qu'il y a des ressources en ce sens qui existent? Oui, il y a un annuaire en ligne, il y a quasiment 1000 fondations abritées. Il y a un annuaire en ligne sur le site de la Fondation de France où on peut faire une recherche par mots-clés. Alors, pour poursuivre la discussion, il y avait une question de Dan qui s'adresse plutôt à l'opération Milliard. Alors, j'ai cru comprendre que Violaine nous quittait. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui auront envie de répondre, mais qui parlaient de cette question de finalement quel rôle pourrait jouer l'opération Milliard dans le développement des capitaux patients à intérêt modéré. Et donc, Violaine, dans sa réponse, parlait d'actions de plaidoyer, de la volonté d'expérimenter. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est intéressant d'avoir des structures comme Terra qui développent ce type de projet, justement. Je ne sais pas il y a quelqu'un qui voudrait intervenir sur cette question des capitaux patients à intérêt modéré, qui aurait des éléments de réponse à apporter pour le rôle de l'opération Milliard. Je ne travaille pas spécifiquement là-dessus. Je suis un peu embêtée pour répondre, pour apporter plus d'éléments. Non? Euh, moi, à titre personnel, j'ai juste rencontré très récemment deux petites fondations d'entreprises, en fait, Oui. des fondations avec des créateurs qui ont créé leur fondation. Et quand je leur ai parlé du mien, ils me disent tous, revoyons-nous, parce que pour nous, c'est important de trouver le sourcing les projets vers lesquels on pourrait flécher nos financements. Et à ce titre-là, je trouve qu'il y a un lien, en vous écoutant ce soir, là, je trouve que c'est passionnant, il y a un lien très intéressant entre la philanthropie et la mission à laquelle il veut participer ou la cause sur laquelle il veut s'engager. Et je trouve que le milliard, on a une cause qui est extrêmement pertinente et qui pourrait avoir un écho très positif auprès des acteurs de la philanthropie. Comme ça, à chaud, hein. Ouais. Ok. Merci des éléments, Jacques. Je vais poursuivre, parce que la discussion a été alimentée par Anne, sur la question de comment une philanthropie qui est plutôt alimentée, donc là je reprends le point de vue d'Anne, hein, mais par des structures qui restent très proches du capitalisme, comment ça, enfin, ce qui est quand même une apparente contradiction par rapport, enfin, qui peut apparaître comme une contradiction par rapport aux objectifs de la transition écologique, comment la philanthropie peut-elle favoriser de vraies alternatives qui vont plutôt dans la notion du commun et de l'intérêt général? Est-ce que, Moi, je vais bien commencer à répondre et puis Mario te complétera. Parce que je ne partage pas ce point de vue, en fait. Si vous voulez, il ne faut pas opposer la philanthropie et le capitalisme. Euh, la- En fait, déjà, premier point, quand vous êtes une entreprise, vous avez une fondation, elle est totalement séparée de l'entreprise. Voilà, si vous créez une fondation, c'est bien parce que l'objet peut être totalement différent. Moi, je vais prendre l'exemple de la Poste, que je connais Non, bien. c'est pas ça la question. C'est pas l'origine des fonds, c'est là où ils vont. Comment on privilégie vraiment des projets qui ont une ambition de vraiment changer le système, à des projets qui les changent un peu et du coup qui sont rémunérateurs et qui captent du coup beaucoup plus de financement que d'autres qui le sont pas. C'est ça Marie, ma question. C'est pas opposer philanthropie et capitalisme, pas du tout. ok, j'ai mal compris, excusez-moi. Je peux peut-être, Anne, et c'est le sens de ce que je t'ai écrit dans le chat. Sur le fond, je suis sensible à ce que tu dis. Le secteur philanthropique, il est constitué, comme je le disais, de mondes qui ne se croisent pas forcément et de gens qui peuvent avoir des sensibilités qui sont différentes. Je pense que si on veut arriver à convaincre tout le monde, ça va pas être en prêchant une doxa de ce qui serait bien, pas bien, etc. D'ailleurs, je ne suis pas certaine, dans une logique systémique que j'appelle de mes voeux, dans un monde où on est quand même dans beaucoup d'incertitudes, qu'on sache aujourd'hui quelle est exactement la bonne direction, la bonne solution.
C'est pour ça que j'aurais tendance à prêcher pour, oui, bien sûr, si on peut aller chercher ceux qui sont proches de nos convictions, c'est bien. Mais l'idée, c'est d'embrasser large et d'emmener tout le monde pour la transition juste. Donc attention à pas être trop restrictif sur ce qu'on porte. Et pour moi, vraiment, et c'est le sens du soutien que j'ai porté à la Fondation de France, à l'opération Milliard, c'est ce caractère rassembleur de gens qui viennent d'endroits différents, avec des principes différents. Et j'ai beaucoup aimé l'idée de pouvoir en discuter lors de controverses qui fait la force de l'opération Milliard. Et vraiment, j'espère que ça continuera. Merci Marion pour le point de vue. Alors j'ai l'impression de mon côté que j'ai à peu près fait le tour des questions. S'il y a quelqu'un qui veut se signaler et dont la question n'a pas été prise. Alors il y a une question pardon, d'Alexis que je n'avais pas vue qui questionne le sujet de la non-consubtibilité, c'est difficile à dire, qui pousse les fondations à investir leurs dotations dans des placements rémunérateurs. Et lui dit, alors je ne sais pas si Alexis fait partie lui-même d'une fondation, nous avons fait le choix d'une dotation consomptible. Je vois Marion que tu réagis. Est-ce que tu as des Ouais, éléments là-dessus? le modèle historique des fondations, c'est des fondations qui ont un capital important. Le capital va être placé, produire des intérêts. Et la dotation non consomptible, l'idée qu'il y avait à l'époque, c'est une fondation, ça doit traverser le temps, ça doit traverser les époques, ça doit durer longtemps. Donc on ne touche pas à ce capital et c'est quelque chose qui est formalisé dans les fondations reconnues d'utilité publique. Mais il y a aussi des fondations qui ont une dotation qui sont consomptibles ou des fondations de flux qui permettent de dépenser plus et de dépenser plus rapidement. Et bravo pour ce choix, Alexis. Alors, une petite dernière question, et je vous propose qu'on s'arrête là-dessus, qui est une demande de précision sur la mise en place du Media Lab contributif que tu évoquais, Marion, dans le chat. Et la demande de Lorenzo, c'est qu'est-il sorti de cette expérimentation de Media Lab contributif? Et peut-être tu peux commencer par nous présenter ce Media Lab contributif. En fait, je vais pas vous. Ça nécessiterait des précisions. L'idée du Media Lab contributif était d'arriver à créer une communauté autour d'un événement que j'organisais autour de la question de la participation en 2019. C'est un peu spécifique. Je suis pas sûre qu'on soit exactement dans notre propos aujourd'hui. Ce qu'il en est sorti, et peut-être que ça, c'est un enseignement pour tout le monde. C'est qu'il suffit pas de décréter des outils aussi parfaits et aussi performants et aussi soignés dans leurs principes et dans leur réalisation pour créer la mobilisation. En tout cas, c'est une belle conclusion que je propose de garder pour notre webinaire sur la philanthropie parce qu'il s'applique à plein de situations. Alors, si tu veux bien, Pierre, je veux bien que tu nous passes la dernière slide qui va vous annoncer en fait les deux prochaines masterclass. Donc, il y en aura deux en janvier. L'une le 14 janvier avec le directeur général de la NEF, comment être une banque engagée dans la transition juste. Et ensuite, le mercredi 22 janvier avec le directeur général de FAIR, quelle épargne pour la transition juste. Donc, ça nous fait un beau programme. On espère vous retrouver très nombreux. Voilà, je pense que de mon côté, tout est bon. Donc, si ça vous va à toutes et tous et qu'il n'y a pas de questions qui brûlent vos lèvres, je propose qu'on s'arrête là et qu'on se souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée. À Au revoir, bientôt. bonne soirée. Au Merci revoir. beaucoup, au revoir. Merci à tous, au revoir. Merci à tous et bonne fête. Merci.